Mm. Bonjour, voici la deuxième capsule pour le thème de la gestion des personnes. Pour cette capsule, je vais vous poser une première question que nous allons discuter en classe. Est-ce que les humains sont des ressources au même titre que les autres ressources d'une organisation? On appelle ce sujet les ressources humaines. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous sommes des ressources? Alors, je vous invite à avoir cette réflexion avec les lectures que je vous ai proposées et nous pourrons en parler en classe. Alors, la gestion des personnes. Les objectifs d'apprentissage pour la capsule, c'est de connaître les pratiques gagnantes pour la gestion des personnes en organisation sociale et identifier les enjeux propres à la gestion de bénévoles. Alors, la gestion des personnes, c'est vraiment un concept assez complexe. OK? Alors, dans toute organisation, la gestion des personnes ou la gestion des ressources humaines passe par quatre grands volets. La planification, l'acquisition, le développement et conserver. Hein? Alors, on veut la loyauté de notre personnel. Alors, c'est sûr que ça a l'air très complexe comme gestion pour une organisation sociale. Alors, les plus petites organisations, c'est très souvent limité en termes de compétences en gestion des ressources humaines, et pas seulement en termes de compétences, mais les ressources qu'ils ont pour gérer les ressources humaines et les ressources humaines avec lesquelles ils ont à composer sont également limitées. Alors, pourrait convenir que souvent, certains aspects de la gestion des personnes sont un petit peu négligés. Hein? Alors, c'est plus difficile de gérer certains aspects. Alors, parfois, il faut choisir, il faut faire des choix, ou des fois, ces choix-là ne sont pas faits de façon planifiée. C'est parce qu'on manque de personnel, alors on, on va au principal. Alors, par exemple, dans la planification RH, la planification des ressources, la planification du personnel, on doit vraiment regarder, dans le fond, ce qu'on a besoin pour pouvoir atteindre nos objectifs, mais ce n'est pas tout de voir ce qu'on a besoin, mais ce qu'on est capable d'avoir en termes de personnel avec les ressources qu'on a. Puis, en termes de planification des carrières, est-ce qu'on a les ressources pour planifier les carrières à long terme de l'ensemble de notre personnel, étant donné que probablement il y a une portion de bénévoles et de personnel à temps partiel dans notre organisation. Alors, compte tenu des circonstances, ça se peut que certaines composantes soient plus négligées ou ne soient pas considérées au même titre que dans d'autres organisations. Le recrutement également se fait différemment, étant donné qu'il y a probablement une proportion de personnes bénévoles et de personnes à temps partiel ou temporaires qui pourraient venir travailler dans notre organisation. Mais le recrutement se fait comme dans toute organisation. La sélection est particulièrement importante dans une organisation sociale parce que justement, les valeurs et les principes fondamentaux de l'organisation doivent vraiment être central dans la sélection des personnes et l'accueil particulièrement, l'accueil des bénévoles et d'autres personnels, mais particulièrement des bénévoles et l'orientation est centrale dans l'organisation sociale. L'évaluation du rendement ne doit pas être négligée. Elle l'est parfois, surtout pour les personnes qui ne sont pas des salariés. L'évaluation du rendement est cruciale pour s'assurer qu'on répond bien aux besoins de nos bénéficiaires et la formation et le développement. Alors, à s'assurer qu'on continue à développer les compétences de notre personnel. Alors, au niveau de l'organisation du travail, mais c'est sûr que les avantages sociaux ne sont pas nécessairement les mêmes que dans d'autres organisations. Mais c'est certain qu'on se doit de respecter les normes standards de santé et sécurité.
Côté mobilisation, il y a beaucoup d'avantages de travailler dans une organisation sociale parce que justement, ça peut être inspirant. C'est pas les mêmes genres de personnes qui vont travailler en entreprise privée et en entreprise sociale. Alors, on a des avantages certains au niveau de l'organisation du travail et de la mobilisation. Alors, quand on développe un cadre ou une politique de personnel, il faut prendre en compte certains éléments que d'autres organisations ont peut-être pas à se soucier. Okay? Alors, premièrement, quels sont les besoins en personnel? Simple comme question. Et comment ces personnes seront bien formées et bien informées? Okay? Souvent, les entreprises d'innovation sociale sont nées un peu plus informellement, sont nées d'un besoin. Alors, il faut s'assurer que les personnes qui nous entourent sont quand même bien compétentes pour répondre aux besoins de l'organisation et bien informées de ce qui se passe. Ça peut arriver que les personnes temps partiel sont moins bien informées, alors s'assurer que tout le monde est bien informé en tout temps ou le mieux possible. Est-ce qu'on aura des salariés ou des non-salariés? Et si c'est salarié, quel niveau salarial? Est-ce qu'on peut justifier le salaire et à quel niveau? Et comment assurer la loyauté de notre personnel compte tenu de la concurrence salariale des autres organisations? Alors, on pourrait penser à développer, par exemple, une marque employeur pour développer la loyauté de notre personnel. Les bénévoles, est-ce qu'on fera appel à des bénévoles? Est-ce que les bénévoles ont les compétences nécessaires pour ce que nous, on veut faire? Et si oui, est-ce que aussi on aura besoin d'une formation nécessaire? Et pourquoi s'engagent-ils ces bénévoles? Est-ce qu'ils souhaitent recevoir quelque chose en échange? La plupart du temps, les gens souhaitent recevoir quelque chose en échange. Ce n'est pas nécessairement matériel, mais ça peut être la reconnaissance, ça peut être le besoin d'être entouré de personnes. Alors, reconnaître que ces gens-là ont besoin, ça peut nous aider à les attirer. La cohabitation salariée et bénévole, est-ce que dans notre contexte organisationnel, c'est gérable? Est-ce que c'est possible? Et comment on peut optimiser ou améliorer ce contexte? Alors, dans la cohabitation salarié-bénévole, il y a différents contextes possibles, différentes possibilités. On peut avoir seulement des salariés dans notre organisation. On peut avoir des bénévoles à 100% également. On peut avoir des salariés à 80%, par exemple, et des bénévoles à 20%. On peut avoir d'autres types de répartition, mais il faut également comprendre ce qui motive les personnes individuellement, puis comment les gens aiment la reconnaissance. C'est pas tout le monde qui prend la reconnaissance de la même façon. Alors, il faut apprécier et reconnaître individuellement la façon dont les gens sont motivés et dans la façon dont les gens apprécient recevoir la reconnaissance qu'on leur offre. Et ça va aussi nous aider à comprendre comment composer avec la cohabitation salariée et bénévole, qui n'est pas toujours facile. Et alors, le financement des salariés, ça peut être un enjeu réel parce que, justement, il y a des bénévoles, puis là, on paie des salariés, puis des fois, il y a des bénévoles qui embauchent des salariés. Mais la raison dont un bénévole s'investit, ce n'est pas nécessairement les mêmes raisons pour lesquelles un salarié est embauché. Alors, vraiment, comprendre les motivations, c'est très, très, très important. Et être transparent dans les communications. Et aussi, l'engagement volontaire dans l'organisation peut faire partie des valeurs fondamentales de l'organisation. Alors, si ça fait partie des valeurs fondamentales de l'organisation, ça peut être un enjeu d'avoir avoir des salariés à l'intérieur de l'organisation. Alors, c'est ça, un premier paradoxe, c'est avoir des bénévoles qui embauchent des personnes rémunérées, ça se voit. Un deuxième paradoxe, c'est des responsables de stratégie dans l'organisation qui n'ont pas nécessairement la compétence ou la connaissance pour développer
des programmes ou l'organisation. OK? Alors, pour être un gestionnaire, ça prend un background en gestion, mais pour ouvrir une organisation, ça ne prend pas un background en gestion. Alors, souvent, on se retrouve avec des responsables ou des bénévoles qui ont toute la bonne volonté, mais qui n'ont pas nécessairement la connaissance ou l'expérience pratique pour le faire. Alors, les coûts en ressources humaines, on a des coûts de démarrage, comme les consultants, les formations de démarrage, les frais d'embauche. On a des coûts fixes qui sont tous les coûts qu'on peut budgéter relativement facilement, les salaires, les avantages sociaux, tout ça. Et les coûts variables, des coûts qu'on ne peut pas budgéter facilement. S'il y a des salaires saisonniers, des bonus, des choses comme ça. Les bulletins de paye, en fait, pour produire un bulletin de paye, une organisation va habituellement être inscrite au registre des entreprises de sa région, alors provinciale habituellement. Alors, à chacun sa place, ça c'est vraiment très, très, très important. Ne pas mettre quelqu'un en situation d'échec. Ça ne veut pas dire parce que quelqu'un excelle dans un rôle de technicien comptable ou excelle dans un rôle de service aux bénéficiaires qui va exceller dans un rôle de coordination des services aux bénéficiaires. La coordination des services aux bénéficiaires n'est pas du tout le même style de compétence que le service direct. Alors, s'assurer que chacun apporte sa contribution avec son talent, puis si on change quelqu'un de rôle, qu'il est prêt, que les compétences qu'on outille les gens pour les bons rôles, se situer dans l'organisation par rapport à l'atteinte des objectifs. Alors, avoir un bon rôle pour réussir, puis savoir ce rôle-là, c'est quoi sa contribution par rapport à l'atteinte des objectifs, puis c'est quoi mes contributions par rapport aux autres. Alors, c'est qui attend ma contribution pour faire sa contribution. Et dans le fond, moi, j'attends la contribution de qui pour faire la mienne. OK? Pour savoir qui dépend de qui. Et la reconnaissance, c'est vraiment un concept très personnel. Par exemple, on pourrait féliciter quelqu'un devant tout le monde ou dire à quelqu'un qu'il est annoncé un bénévole de l'année. Puis pour une personne, ça peut être une joie immense et pour une autre personne, ça pourrait potentiellement être un embarras parce que certaines personnes n'aiment pas être vraiment devant tous. Alors, il faut faire très attention à la motivation et à la reconnaissance. Il faut vraiment individualiser l'approche le plus possible. Alors, côté salaire, mais c'est vraiment opter pour la transparence et l'équité, surtout dans ces types d'organisations-là, dans d'autres également. Mais souvent, les gens partagent l'information, même si c'est supposé être confidentiel. Alors, soyez vraiment transparent par rapport à votre politique salariale. Et le salaire non plus, c'est pas la seule source de motivation. Alors, un salaire ne motive pas nécessairement, mais un salaire insuffisant peut être une source de démotivation parce qu'on peut soit penser que c'est injuste ou le voir comme un sentiment qu'on ne vaut pas suffisamment aux yeux de notre employeur. Alors, il faut aussi idéalement créer un organigramme pour voir, dans le fond, toutes les pièces du casse-tête, voir qui est où, en évitant de sur-hiérarchiser. Il faut quand même garder une organisation d'innovation sociale suffisamment agile pour agir et changer les choses. Mais dans le fond, si on sur-hiérarchise ou on formalise trop, on va nuire à la flexibilité d'agir, à la personnalité de l'organisation. Mais en même temps, si on fait un organigramme, on clarifie les liens organisationnels qui dépendent qui a quel type de responsabilité, qui peut m'aider dans ces circonstances-là. Ça facilite la communication, les actions, les décisions au quotidien sans toujours aller, on peut toujours poser des questions, mais sans poser des questions à tout coup. On sait quand même notre terrain de jeu puis nos balises.
Les défis de la formalisation, c'est qu'aucune formalisation peut donner peu de liberté d'agir parce que on peut être moins efficace parce qu'on est incertain, on a une incertitude par rapport à notre marge de manœuvre. Alors, on hésite à faire des choses ou quand on fait des choses parce qu'on est entrepreneur, mais là, on fait des erreurs, puis on se fait dire non, on ne fait pas ça. Alors, on ne sait pas trop. Alors, on y va par tâtons. Puis quand c'est trop formalisation, ben là, ça nuit à notre liberté d'agir vraiment et de réagir vite et d'innover. Alors, il faut vraiment garder un équilibre. Alors, quand on formalise si c'est nécessaire. Alors, pour l'organigramme, dans le fond, quelques questions essentielles qui vous aident à formaliser à l'essentiel. Qui peut réellement engager financièrement l'organisation? Alors, qui peut dire, moi, j'embauche ce fournisseur, puis je signe potentiellement un chèque. Si elle peut le faire, jusqu'à quel montant? Est-ce qu'il y aura besoin d'autres signatures? Ou ça sera la seule signature? Et est-ce qu'il y a des personnes qui supervisent des équipes? Puis, est-ce qu'il y a des personnes qui supervisent les résultats des équipes? Puis, est-ce qu'il y a des personnes responsables des évaluations? Et ces évaluations-là se font quand? Aussi, il faut faire des descriptions de poste, même pour les personnes qui sont bénévoles. OK, pour s'assurer que chacun connaît sa mission, son terrain de jeu, ses objectifs, son cadre, OK, pour que les personnes soient le plus efficaces possible. Alors, on peut inclure le statut de la personne, la description de son poste, son rôle, sa contribution. C'est sûr qu'on peut inclure des contrats de travail également pour les personnes salariées ou des conventions de bénévoles pour les autres. Pour des milieux qui opèrent avec des bénévoles, dans des milieux qui ont des personnes vulnérables, ça se peut qu'on demande de faire des enquêtes sur la personne. Ça se peut aussi qu'on demande de faire signer des sentences de non-divulgation. Alors, des éléments de la description de poste, bon, c'est sûr, l'identification du poste, la mission générale du poste, le mode de remplacement si la personne doit être absente, la mission, les activités, les exigences du poste. Les équipes, si la personne a des responsabilités, c'est qui a son équipe, c'est qui supervise, la formation complémentaire requise, l'évaluation annuelle. Alors, puis ensuite, c'est sur la signature des parties. Un contrat de travail. Alors, ça, c'est un contrat plus officiel. Ça doit quand même avoir les principaux éléments qui composent le contrat, c'est les conditions, le lieu de travail, les responsabilités, le nom de l'employeur et s'il y a lieu une clause de non-divulgation. Le recrutement, c'est sûr que c'est doublement difficile pour une entreprise à ressources limitées, OK? Parce qu'il y a un bassin de candidats potentiels qui est limité, puis les ressources financières sont limitées. Alors, le recrutement de salariés doit être quand même agile et flexible. Là, on peut utiliser des formes de recrutement innovantes. Par exemple, ben, c'est sûr, maintenant, il y a les réseaux sociaux. On peut utiliser des références. Alors, on peut utiliser plein de méthodes, on peut aller dans les universités, il y a des foires à l'emploi également. Le développement d'une marque employeur est idéal. Alors, je m'excuse, il y a une petite erreur et il manque mon T. Alors, la marque employeur, ça veut dire développer une marque, un nom, une reconnaissance pour que juste l'idée d'aller travailler chez vous, peu importe le salaire, c'est sûr que le salaire, ça peut être un enjeu, mais peu importe le salaire, ça attire les gens parce qu'ils savent qu'aller travailler chez vous, c'est le fun, c'est bien, vous êtes bien traité, il y a une belle équipe, une atmosphère, vous êtes un bon employeur, vous êtes perçu comme une belle place. Alors, aussi, la compatibilité de la personne avec la mission, ça, c'est vraiment crucial. Et souvent, il y a des réseaux de bénévolat pour la recherche de bénévoles. Alors, vous pouvez
à adhérer à des réseaux de bénévoles pour aller chercher vos bénévoles. Mais c'est sûr que la nature du processus de recrutement est réglementée puis est soumise au droit du travail. La gestion des employés à temps partiel, ça peut devenir un petit peu difficile. OK? Alors, il faut que vous disiez, bon, quelle proportion d'employés à temps partiel pouvez-vous accepter? C'est toujours bon d'être un petit peu ouvert à avoir des employés à temps partiel, mais ça dépend quand même de votre mission et de vos conditions, vos activités. Parce que vous vous posez la question, est-ce qu'on peut accomplir nos activités en divisant notre travail en petites portions? OK, puis par exemple, quand on a 5 employés qui font 15 heures chaque, ils ne vont peut-être pas accomplir le même travail que si on a 2 employés à temps plein. Ou peut-être plus, OK, tout dépendant des compétences, puis tout dépendant de leur formation. Mais ce n'est pas d'égal à égal le nombre d'heures. Il y a plus de gestion, plus de coordination, plus de manque de communication. Pour le gestionnaire, ça demande beaucoup de travail de logistique. Quand les gens, justement, viennent à différentes heures, il faut vraiment que la communication se fasse entre ce qui s'est fait. Si la personne est là seulement 15 heures semaine, rattraper ce qui s'est fait la semaine dernière, ça peut paraître long, OK, de ne pas avoir été là pendant 3 jours, 4 jours, puis de revenir. Il peut y avoir plein de choses qui s'est passé pendant ces 4 jours-là. Il y a plein d'éléments pour gérer les employés à temps partiel qui peuvent jouer. Alors, tout dépendant de votre mission, vos activités, le pourcentage de personnes à temps partiel peut jouer. Mais il ne faut vraiment pas vous dire parce que moi, j'ai 2 employés qui travaillent 17,5 heures, mais ça équivaut au travail de 35 heures. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Tout dépendant des personnes, ça peut valoir. D'autres personnes, ça peut valoir moins parce que justement, ils sont éloignés du bureau ou du travail très longtemps. Puis, le temps qu'ils reviennent, il faut qu'ils absorbent l'information de ce qui s'est passé et tout ça. Alors, pensez-y vraiment bien avant d'établir votre politique. Mais pour juste une dernière note sur les employés à temps partiel, les employés à temps partiel, ça peut être l'occasion d'embaucher des étudiants qui pourraient potentiellement rester avec vous éventuellement. Alors, avoir une certaine flexibilité sur les employés à temps partiel, en avoir une proportion peut être bonne. Puis aussi, vous pouvez avoir des employés à temps partiel des retraités qui amènent une expérience de vie super intéressante également. Alors, avoir une petite proportion peut quand même être super intéressante sans nécessairement avoir 50% de votre personnel. Alors, pour la formation des collaborateurs, il faut vous demander qui a les compétences pour former et évaluer les besoins en formation individuelle ou collective. Est-ce que vous les avez? Est-ce que vous devez embaucher des gens pour faire cette évaluation-là? Et quelles ressources sont à la disposition de l'organisation pour les former? Est-ce que vous avez des ressources internes ou est-ce que vous avez des ressources financières pour les former? La formation peut fournir des nouvelles compétences. Ça peut aider les employés à vivre les changements avec votre domaine. Ça peut améliorer l'efficacité. Vous faites plus avec moins, c'est super. Puis ça peut être fait externe, alors envoyé ailleurs. Alors, vous faites la formation en envoyant vos employés se faire former à l'extérieur. Vous pouvez le faire maison dans l'entreprise. Alors, c'est sûr que si vous le faites maison, ça vous demande le temps de préparer, le temps de former. Ça coûte moins cher, mais c'est cher en temps. Si vous le faites à l'extérieur, ben, ça vous prend moins de temps, mais ça prend de l'argent, puis ça prend le temps de l'employé d'aller à l'extérieur, mais c'est toujours un enjeu de vous avez besoin d'employer plus de temps pour faire le service ou vous avez besoin de temps pour vous pour aller accueillir des dons. Ça veut dire que peut-être vous n'aurez pas le temps de monter une formation maison. Alors, il faut voir peut-être un juste milieu avec quelle formation vaut la peine de développer maison, ceux qui vont peut-être être donnés
année après année, comme l'accueil et tout ça, puis ceux qui vont être donnés de façon ponctuelle, par exemple des logiciels technologiques, etc. Alors, ça, c'est comment on développe, on définit les besoins en formation. Alors, on regarde, vous pouvez faire un questionnaire pour l'ensemble de vos employés pour regarder, pas seulement leur demander les besoins en formation, mais c'est quoi les problèmes qu'ils vivent au quotidien, les enjeux, c'est quoi, dans le fond, qui leur cause des ralentissements. Puis leur poser des questions aussi sur ce qu'ils croient qu'ils auraient besoin comme compétences pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés à long terme ou à moyen terme. Puis là, vous allez pouvoir définir des besoins qui sont plutôt individuels, puis des besoins qui sont plutôt collectifs, voire éventuellement faire des formations qui sont pour toute l'organisation. Alors, vous allez pouvoir définir l'écart entre la compétence qui est actuellement et la compétence qui est souhaitée pour atteindre votre objectif. Alors, vous allez déterminer le niveau de formation visé pour la compétence. Par exemple, en gestion de projet, ça pourrait être la gestion de programme. Puis là, vous allez choisir le moyen de formation pour. Alors, est-ce que ce sera une formation en ligne, une formation qui est déjà donnée par une institution de formation? Vous allez choisir la période de formation, la vérification des acquis pendant la formation. Une fois que la personne ou les personnes reviennent au travail, l'intégration de la formation sur le milieu du travail. C'est une étape qui est absolument pas très bien faite en organisation parce que, imaginez, les employés s'en vont pendant 2-3 jours en formation, ils reviennent, ils ont du travail par-dessus la tête, ils n'ont pas le temps de ralentir et d'intégrer la formation dans leur lieu de travail. Alors, des fois, les acquis, il y a 10%, 15% qui restent. Alors, prévoir cette période d'intégration-là pour que l'investissement en vaille la peine, c'est important. Et l'évaluation du rendement par rapport aux objectifs. Alors, c'est quoi les objectifs fixés par rapport à l'écart de compétences? Puis, éventuellement, regarder si on l'a atteint. Alors, pour fidéliser, assurer de bien accueillir les employés, partager la vision, la mission, les valeurs, être équitable avec nos employés. Équitable, ça ne veut pas dire égal avec tout le monde. Je pense que des fois, il y a des gens qui comprennent que des enfants malades, des trucs comme ça qui arrivent. Être équitable, ça veut dire pouvoir expliquer des décisions qui sont équitables pour tout le monde, OK? Équitable ne veut pas dire égal. Assurer le respect, proposer des activités d'équipe, écouter et assurer une rétroaction constructive, responsabiliser et assurer le respect des horaires. Ça, c'est vraiment un enjeu quand on commence à jouer dans les horaires sans trop de formalisation parce qu'on veut être flexible. Alors, il y a une différence entre être flexible puis vraiment jouer dans les horaires. C'est que après, c'est que c'est un manque de respect pour les autres personnes à qui ça impacte leur horaire de travail. Alors, respecter le temps, les équipes, les horaires. Alors, c'est sûr que les horaires, c'est seulement quand il y a des trucs de dernière minute, des urgences. Développer un climat de confiance et favoriser le développement en considérant les compétences. OK? Alors, c'est vraiment important. Et assurer la stabilité d'emploi le plus possible. Alors, l'évaluation, souvent on voit l'évaluation, bon, c'est un processus formel à la fin de l'année, tout ça, mais l'évaluation devrait se faire au quotidien. L'évaluation formelle à la fin de l'année, idéalement, il ne devrait pas avoir de surprise. On ne devrait pas se faire dire, oui, mais cette année, tu as fait ça et ça et ça, tu devrais améliorer ça et ça et ça. Idéalement, la personne a reçu du feedback quand les choses ne vont pas très bien et a eu la possibilité de faire des changements au cours de l'année parce qu'il n'y a rien de plus déplaisant que d'arriver à la fin de l'année, avoir une évaluation, se faire dire quelque chose, puis pas savoir que ça fait 6 mois qu'on fait quelque chose, puis
on aurait dû le faire autrement. Alors, il faut apprendre en tant que gestionnaire à donner du feedback tout de suite, le plus vite possible aux employés. Alors, on donne un feedback constructif, on les réoriente pour que lors de l'évaluation formelle, même s'ils n'ont pas encore atteint l'objectif, ce n'est pas une surprise. Ça se peut qu'ils fassent encore la même erreur, mais ils ne seront pas surpris. OK, on aura donné du feedback. Alors, il n'y aura pas de surprise là. Je pense que c'est la responsabilité de l'employeur de donner les outils pour réussir. OK? Et alors, aussi, il faut avoir donné des objectifs clairs au départ. Si les employés ne connaissent pas les objectifs de leur travail, ils les attendent. C'est très difficile d'arriver en évaluation. Et si on ne sait pas sur quoi on va être évalué, c'est quoi les attentes et comment ces attentes-là vont être mesurées. Puis, est-ce qu'on a fourni les outils nécessaires? Bon, est-ce qu'on a fait une formation? Est-ce qu'on leur a fourni du coaching quand c'était nécessaire? Si on a changé d'outils technologiques, est-ce qu'on a fourni une formation, du coaching, etc. Alors, les principes de base pour du travail avec les bénévoles, premièrement, ça va de soi les accueillir. Ils donnent du temps. Alors, il faut aller les accueillir quand ils arrivent, puis leur fixer des objectifs, qu'ils sachent pourquoi ils sont là, puis qu'est-ce qu'ils vont faire pour contribuer. Il faut les accompagner. Ils ne peuvent pas être laissés à eux-mêmes, puis être pris dans des situations potentiellement qui vont les dépasser, puis qui vont peut-être ramener des situations désagréables à la maison, puis potentiellement on va perdre ces bénévoles. Il faut les former, même si ce n'est pas nécessairement des employés, il faut les former parce que ça ne veut pas dire qu'ils ont les compétences, ne sont pas arrivés nécessairement comme des professionnels de relations publiques pour parler à un journaliste qui appelle l'organisation ou ne sont pas nécessairement formés pour parler à quelqu'un qui est mécontent ou quelqu'un qui est en crise. Alors, équiper la personne avec des outils au moins de base pour pouvoir, et même s'il y a des situations difficiles qui arrivent, pouvoir transférer ces situations-là aux personnes appropriées. Les valoriser, ça peut être par un prix de bénévole, ça peut être par la valorisation au quotidien, mais qu'ils sentent qu'ils sont valorisés parce qu'ils donnent du temps bénévolement. Et à les fidéliser. Alors, il ne faut pas qu'ils se sentent oubliés dans l'organisation. Il faut qu'ils sentent qu'ils font partie de l'organisation pour qu'ils restent le plus loyaux à l'organisation. Et si on comprend les motivations personnelles des bénévoles, c'est plus facile de les fidéliser et de les motiver. Est-ce que justement, ils sont là pour s'épanouir, parce qu'ils ne veulent pas rester seuls à la maison, parce qu'ils ont un sens de responsabilité. Je sais que dans certains groupes dont je faisais partie, les personnes qui étaient là, c'était premièrement leur activité sociale. C'était une activité de stimulation intellectuelle où ils pouvaient donner une opinion. Alors, c'était un lieu pour eux de développement. Alors, si on comprend ces motivations-là, c'est plus facile d'intervenir et de les aider et de les faire contribuer. Favoriser les relations entre les salariés et bénévoles. Alors, ça, c'est pour la bonne communication interne. Alors, s'assurer que la communication se fait bien. Alors, les gens, habituellement, comprennent bien qu'il y a des bénévoles et des salariés, mais vraiment assurer la transparence et la bonne communication de ces groupes-là, de ne pas avoir peur que cette communication-là se fasse et de bien, on peut avoir des outils de communication pour ce faire, puis de bien valoriser ces deux rôles-là. La communication interne, bon, c'est essentiel. Alors, le partage des connaissances, mobilisation et reconnaissance. Vous avez des bénévoles, probablement des salariés et des temps partiels, alors c'est très important. Assurer la compréhension des objectifs, optimiser la circulation de l'information. Puis, n'ayez pas peur de confronter les perspectives, mais dans le respect et l'harmonie, tout peut se dire, presque tout peut se dire,
de la bonne manière. Alors, si vous développez une culture de communication, vous pouvez faire confronter des perspectives pour développer votre organisation sainement. Alors, quelques petites questions pour notre discussion en cours. Quels sont les enjeux principaux de la gestion des personnes dans une organisation sociale? Quels sont les enjeux de la cohabitation des bénévoles avec salariés? Quels sont les principes de base du travail avec les bénévoles et quels sont les enjeux de la formalisation des politiques de gestion?